Je voudrais faire une petite remarque. C'est pour dire que dans le monde arabe, il n'y a pas uniquement un seul pays. Il n'y a pas un seul pays démocratique aujourd'hui. La Tunisie est véritablement un pays démocratique, ça je peux vous le dire. On peut peut-être voir quelques événements ici ou là qui peuvent laisser quelques doutes un peu, mais sur le plan du fonctionnement démocratique, sur le plan des droits, des libertés, du fonctionnement des institutions, c'est véritablement un pays démocratique et probablement le seul aujourd'hui parmi les pays arabes. Je ne suis pas en train de jeter des fleurs sur mon pays, mais c'est un constat objectif, réellement objectif. Alors, pour la question, pourquoi une constitution dans un état de droit? Alors, si je vais me poser cette question pour le cas de la Tunisie, je dis il faut une constitution parce que d'abord, il n'y a pas un état de droit. Il n'y a pas eu un état de droit. Lorsque la révolution a eu lieu, c'est à partir d'un constat que le pays ne vivait pas dans un état de droit. Peut-être que c'était un état légal, mais ce n'était pas un état de droit. Et même la présentation qui vient d'être faite, que d'après Hobbes et dans le Léviathan, il y a deux aspects de l'état de droit, mais je crois que l'idée de l'état de droit qu'on retient aujourd'hui, c'est un droit qui est fondé sur les droits de l'homme, sur la démocratie, sur les libertés, davantage que sur le pouvoir de l'État de régenter la société et arriver aux excès que nous connaissons. Donc, à partir de là, je constate que la constitution tunisienne a été véritablement, et la nouvelle constitution tunisienne a été véritablement le déclencheur, et en même temps, c'est elle qui a mis en place l'état de droit lui-même. Avant la Révolution, il y avait une force de l'État et une faiblesse du droit. Après la Révolution, il va y avoir une force du droit, mais il va y avoir un affaiblissement de l'État. Malheureusement, c'est comme ça. Mais enfin, c'est peut-être le cours de l'histoire et qu'il faut beaucoup de temps pour arriver à un certain équilibre. Alors, pour ce qui est de cette situation passée dans laquelle je disais qu'il y a une faiblesse du droit, et personne n'a pu venir à bout de toutes ces révisions constitutionnelles qu'on avait faites sur la Constitution de 1959, dans lesquelles toutes ces modifications et ces révisions étaient destinées précisément pour renforcer encore plus le pouvoir personnel. Et donc la Constitution n'était pas là réellement pour jouer ce rôle de droit. Par la suite, nous avons une Constitution qui, précisément, suite à cette révolution, qui a contesté cet état des choses et qui va nous donner naissance, cher Dominique, à deux peuples. Il y a le peuple des croyants et il y a le peuple, je ne dirais pas que ce sont des citoyens, mais enfin, je peux les qualifier comme étant des citoyens. C'est véritablement ça le grand problème. Et la Constitution avait deux objectifs. Le premier, c'est de faire un véritable état de droit par la consécration d'un régime fondé sur les libertés, les droits fondamentaux, etc., et des pouvoirs, des contre-pouvoirs, un régime démocratique, parlementaire, avec tous les ingrédients que vous connaissez, à l'excès des instances constitutionnelles indépendantes, un pouvoir juridictionnel véritablement indépendant, tout c'est un pouvoir local aussi développé à l'extrême. Bref, tous les ingrédients de la démocratie, des droits de l'homme et de l'état de droit sont présents dans cette Constitution. Donc on peut dire que c'est un démarrage et c'est ça qui fait la difficulté, parce que tout d'un coup, vous avez une somme d'états de droit, si je peux m'exprimer ainsi, que vous devez pouvoir gérer. Et ça, c'est une autre difficulté. C'est plus facile de gérer un régime dictatorial qu'un régime démocratique. Et un régime fondé sur le droit. Alors, c'est la société véritablement qui va en bénéficier, mais c'est le désordre parfois. Donc, c'est ça la situation. Alors, pour revenir sur ces deux peuples dont je parlais, je crois que c'est ça la force de la Constitution tunisienne. C'est comment précisément fusionner ces deux peuples. Le peuple des croyants, des islamistes, qui viennent avec un projet, qui ne veulent pas de constitution en réalité. La constitution, c'est le Coran, le régime, c'est le califat. Et pourquoi vous voulez prendre les exemples de pays qui nous viennent d'ailleurs, qui de toute façon ont montré que c'est véritablement l'échec.
Le départ, c'était celui-là. Et on discutait dans la Constitution, précisément, comment faire en sorte que cette Constitution ne se transforme pas, ne transforme pas le pays dans cette vision que nous ne souhaitons pas pour notre pays, finalement. Et puis, pour passer les détails, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est que finalement, on a eu une véritable Constitution et qui a trouvé un véritable grand compromis, unique, je pense, entre les sécularistes, pour ne pas dire les laïcs, et les islamistes. Pourquoi je dis séculariste et pas islamique et pas laïque? Parce qu'effectivement, il n'y a pas de laïcité en Tunisie, parce que le peuple tunisien, c'est un pays arabe et musulman, dans sa totalité. Ce qu'il y a, c'est une question de trouver une véritable balance entre ces considérations. Alors chacun tire de son côté, l'un tire vers le modernisme à l'extrême, l'autre tire vers l'islamisme du XIVe siècle avant. Donc, voyez, et finalement, on est arrivé à trouver véritablement une sortie avec une constitution qui a concilié. L'autre astuce, précisément, de cette constitution, c'est qu'elle a laissé en dehors de la constitution les islamistes qui souhaitent rester sur les positions extrémistes avec une constitution qui est la constitution du Coran et de la Sunna, mal comprise d'ailleurs et mal interprétée par-dessus le marché, et le califat. Donc ils se sont mis en dehors de la constitution. Ce qui est bien dans la constitution tunisienne, c'est que les islamistes et les citoyens, je dirais les croyants et les citoyens, sont arrivés à mettre à l'extérieur de la constitution précisément cette frange extrémiste qui est devenue minoritaire en quelque sorte. Alors, du coup, c'est ça le parapluie précisément qui est donné par la Constitution, pour unifier, pour fusionner autour des valeurs de la démocratie et des droits de l'homme universels, chose qui était très contestée au début, mais à laquelle nous avons pu arriver, et en même temps, tout le monde se trouve sous ces régimes de l'état de droit tel que prescrit par la Constitution, et c'est celui-là qui est le contrat. Donc il est nécessaire, pour que l'état de droit puisse se faire, qu'il y ait un référentiel majeur constitué par quelque chose qui est précisément cette Constitution. Donc voilà le problème. Et d'ailleurs, la Constitution, c'est la création du peuple. Parce que dès la première phrase de la Constitution, on rappelle que c'est la révolution tunisienne qui a donné naissance à cette Constitution. Et que c'est le peuple qui s'est soulevé qui a donné naissance à cette Constitution. Donc on voit très très bien que c'est lui le créateur. Maintenant, sur l'analyse post qu'on peut faire, on peut dire oui, c'est des mots, mais en réalité, ce que je dis actuellement, c'est nous allons véritablement donner la véritable lecture de ce que nous souhaitons pour l'avenir, mais pas sur la base de ce qui nous est venu du peuple. C'est vrai que ça, c'est des choses qui interviendront par la suite. Mais enfin, voilà un peu, grosso modo, l'apport de la Constitution tunisienne. Et précisément, elle a annoncé précisément que l'état de droit qui va maintenant être mis en place, il commence à être mis en place. La semaine dernière, c'était l'élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature. Bientôt, ça va être la Cour constitutionnelle. Bientôt, ça va être le pouvoir local. Ce sont toutes ces applications qui sont prévues par la Constitution et qui donnent à l'État tunisien cette image d'un État démocratique, un État qui véritablement correspond un peu aux standards de l'État de droit tel que vous les connaissez dans les pays, notamment européens. Alors, pour dire que finalement, les Européens et l'Union européenne, qui, dans son article 2 de l'accord d'association, comme dans son traité, elle fait de l'état de droit précisément une obligation, une conditionnalité politique pour pouvoir adhérer avec elle. On l'a dans l'accord d'association. Et pendant 15 ans, elle n'a absolument rien fait, alors qu'elle voyait que l'état de droit n'existait pas. Elle continuait précisément à considérer que comme si les choses allaient bien. Et puis finalement, ce qu'elle n'a pas pu réaliser elle-même, c'est le peuple tunisien qui l'a réalisé. La démocratie qu'elle aspirait, l'état de droit qu'elle demandait, etc., elle n'a pas réussi à la faire, il a fallu attendre la révolution. Maintenant, on a enlevé cette épine du pied de l'Union européenne, comme ça, quand ils viennent en Tunisie, ils n'ont plus à discuter des chapitres sur l'état de droit et discuter d'économie et de société. Et c'est ça qui est le plus important. Donc voilà, finalement, c'est une ruse de l'histoire, que finalement la volonté du peuple
a été déterminante aujourd'hui. Il faut tout simplement conserver cet élan pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et je suis tout à fait d'accord avec vous lorsque vous parlez de l'importance de la société. Effectivement, la société a joué un rôle majeur, ça on le sait. Et donc, effectivement, peut-être qu'il faut... Bon, on me dit que je suis arrivé à ma 10e minute, et je conclus, donc, cher ami. Voilà, donc c'est la société, effectivement, qui est très intéressante. Alors, je termine tout simplement pour une petite anecdote. C'est que la notion d'état de droit n'existe pas dans la Constitution tunisienne. Pourquoi elle n'existe pas? On a beaucoup débattu. Eh bien, parce que tout simplement, les conservateurs ne la voulaient pas. Il a soupçonné qu'elle allait ouvrir une voie vers des valeurs qui nous viendraient de l'étranger. Et donc, il ne voulait pas utiliser le terme. Mais en fait, finalement, après beaucoup de discussions, on dit, bon, puisqu'ils y tiennent à ce point, on ne va pas la mettre état de droit, ce n'est pas la peine. L'essentiel, c'est que toute la Constitution, dans toutes ses dispositions, ne fait que consacrer l'état de droit par des formules, la primauté du droit, le respect du droit, 3 ou 4 ou 5 reprises. Pour moi, j'ai dit c'est suffisant pour dire qu'effectivement, il y a un état de droit et puis la lecture de la Constitution l'atteste. Merci.